Imaginez un peu. Deux jeunes sauteurs, même talent, même potentiel apparent. L'un est né en janvier, l'autre en décembre. Est-ce que vous croiriez que cette simple différence de mois pourrait influencer leur chance d'atteindre le plus haut niveau mondial en athlétisme? Ça paraît un peu fou, mais c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, un phénomène appelé l'effet de l'âge relatif ou EAR chez les sauteurs d'élite. Tout à fait. Et pour cette analyse, on va s'appuyer sur une étude scientifique très précise et toute récente d'ailleurs, Relative Age Effect Among World Class Jump Athletes. Elle est signée Yulin Xia et Hui Zhang de l'université de Zhejiang et publiée en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Oui, une étude assez complète. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter comment ce biais lié à l'âge, qui est souvent un peu invisible, façonne la sélection et même la performance en saut en hauteur et en longueur. Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière dont on repère, ou dont on rate peut-être, certains talents. Alors, prêt à creuser? Absolument. Alors, commençons peut-être par définir clairement cet effet de l'âge relatif, l'EAR. En gros, c'est la conséquence directe du fait qu'on regroupe les jeunes pour la compétition sur une base annuelle. Souvent, c'est l'année civile qui est utilisée. Donc, mécaniquement, ceux qui sont nés en début d'année, disons janvier, février, mars, le fameux premier trimestre ou Q1, sont souvent plus grands, plus forts, plus matures physiquement que ceux nés plus tard dans l'année, par exemple en octobre, novembre, décembre, le Q4. D'accord, une différence d'âge chronologique au sein du même groupe? Exactement. Et cette différence, même si elle est temporaire, eh bien, elle peut avoir des conséquences importantes. Ce n'est pas une idée nouvelle, ça a été mis en évidence dès les années 80, notamment dans le hockey sur glace au Canada, je crois. Et quelle est l'explication la plus courante de cet effet chiastique? L'hypothèse principale, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la sélection par maturation. En clair, les entraîneurs, surtout chez les plus jeunes, ils ont tendance à confondre la maturité physique, le fait d'être plus développé parce qu'on est né un peu plus tôt, avec un talent sportif inné supérieur. Ah oui, je vois. On voit un jeune plus costaud et on se dit, celui-là, il a du potentiel. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, il est juste un peu plus âgé, temporairement avantagé physiquement. Et ce biais, qui est souvent inconscient, il favorise les jeunes nés en Q1 lors des premières sélections, des détections. C'est logique. Un avantage physique qui peut être mal interprété. Et comment les auteurs de l'étude, Xia et Zhang, ont-ils examiné ça spécifiquement pour le saut en hauteur et en longueur? Alors, ils ont fait un gros travail de collecte de données. Ils ont analysé les classements mondiaux, le top 100, pour être précis, dans chaque discipline, hauteur et longueur, pour les hommes et les femmes. Et sur 3 catégories d'âge, les moins de 18 ans, U18, les moins de 20 ans, U20, et les seniors. Ils ont couvert une période de 10 ans environ, en regardant les classements et les résultats en grand championnat. Leur méthode, c'était de vérifier la répartition des dates de naissance de ces athlètes d'élite. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une surreprésentation des athlètes nés en début d'année, Q1, par rapport à ceux nés en fin d'année, Q4? Et alors, le résultat? Est-ce que ce biais existe vraiment chez les tout meilleurs sauteurs mondiaux? Eh bien, le verdict est assez clair, oui. L'effet de l'âge relatif est bien présent. On le retrouve dans quasiment tous les groupes qu'ils ont étudiés. Chez les jeunes U18, les U20, les seniors, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et aussi bien en saut en hauteur qu'en saut en longueur. Ah oui, quand même. Partout. Presque partout. Il y a une exception notable, assez intéressante d'ailleurs, chez les hommes seniors en saut en hauteur. L'effet semble disparaître ou devenir non significatif. Mais pour tout le reste, oui, il est bien là. Et il est significatif cet effet. Je veux dire, est-ce que ça change vraiment la donne de naître en janvier plutôt qu'en décembre? Parfois oui, c'est même assez spectaculaire, surtout chez les jeunes hommes. Tenez, par exemple, chez les sauteurs en hauteur U18, les garçons nés en Q1 avaient quasiment 4 fois plus de chances de figurer dans ce top 100 mondial que ceux nés en Q4. 4 fois plus! C'est énorme. Oui, c'est considérable. Chez les sauteurs en longueur U20 masculins, c'était un ordre de grandeur similaire, presque 4 fois aussi. Après, l'effet est moins intense, mais toujours présent et statistiquement significatif dans d'autres groupes, comme chez les femmes seniors en longueur par exemple. C'est vraiment frappant. Mais l'étude, elle apporte des nuances, j'imagine. L'effet n'a pas uniforme partout, tout le temps. Exactement. Il y a 2 nuances importantes qui ressortent et qui confirment d'ailleurs ce qu'on observe dans d'autres sports. Premièrement, l'intensité de l'EAR diminue avec l'âge. Il est très fort chez les U18 et U20, mais il s'atténue nettement au niveau senior. D'accord. Et la deuxième nuance? C'est un peu comme si,
En montant vers le sommet de la pyramide, le système devenait un peu moins sensible à l'âge brut, ou peut-être que d'autres facteurs prennent plus d'importance. Attendez, il y a un point qui me chiffonne un peu. Si les athlètes nés en début d'année, les Q1, sont surreprésentés dans l'élite, ça devrait logiquement vouloir dire qu'ils sont meilleurs, non? Est-ce que l'étude montre une différence de performance réelle entre les Q1 et les Q4 une fois qu'ils sont dans ce top 100? Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et même un peu surprenant. Malgré cette surreprésentation des Q1, parfois massive comme on l'a vu, l'étude n'a pas trouvé de différence de performance significative entre les athlètes des différents trimestres de naissance au sein même de ces groupes d'élite. Comment ça? Vous voulez dire qu'un sauteur du top 100 né en décembre saute aussi haut ou aussi loin qu'un sauteur du top 100 né en janvier? En moyenne, oui, une fois qu'ils ont atteint ce niveau exceptionnel. L'étude n'a pas pu mettre en évidence de différences significatives dans leur performance maximale ou moyenne récente selon le trimestre de naissance. Mais alors comment c'est possible? Si le système sélectionne préférentiellement les Q1, pourquoi ne domine-t-il pas aussi en termes de performance pure à ce niveau? L'explication que les auteurs avancent est liée à la sélectivité extrême du groupe étudié. Pour faire partie du top 100 mondial, il faut déjà avoir un niveau absolument exceptionnel. Les critères pour y entrer sont tellement drastiques qu'ils agissent comme un filtre extrêmement puissant. Ce filtre ne laisse passer que la crème de la crème, des athlètes qui sont tellement talentueux, tellement forts, que l'avantage initial qui était lié à l'âge relatif a peut-être été compensé par d'autres qualités, ou est devenu négligeable face à des facteurs comme la technique, le mental, la qualité de l'entraînement. D'accord, je vois. Donc, pour résumer cette partie, l'effet de l'âge relatif influence qui a le plus de chances d'arriver au sommet, mais une fois qu'ils y sont, leur mois de naissance ne semble plus prédire leur performance. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Le biais agit fortement en amont sur les chemins de sélection, mais il semble s'estomper au pinacle de la performance. C'est fascinant. Mais est-ce que ce biais de sélection, il est identique partout dans le monde? Est-ce que l'étude s'est penchée sur les différences géographiques entre continents, par exemple? Oui, et c'est une autre partie très riche de l'étude. Il y a des différences notables. Par exemple, si on regarde le saut en longueur masculin senior, les athlètes qui viennent des Amériques ont des performances moyennes légèrement supérieures à ceux d'Asie ou d'Europe. Ah oui. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'effet de l'âge relatif? C'est là que ça devient intéressant. Justement, dans cette même catégorie, longueur homme, tout âge confondu, les Amériques montrent un effet d'âge relatif beaucoup plus faible, parfois même absent, alors qu'en Europe, cet effet est souvent bien plus marqué. Intéressant. On pourrait imaginer un lien de cause à effet. Un système de sélection moins biaisé par l'âge, comme ça semble être le cas aux Amériques pour la longueur masculine, permettrait de moins gâcher de talents nés en fin d'année. Et ça pourrait contribuer à de meilleures performances moyennes chez les seniors. C'est une hypothèse tout à fait plausible, oui. Si votre système de détection est moins aveuglé par la maturité précoce, vous augmentez vos chances de repérer et de développer les athlètes réellement les plus talentueux, peu importe leur mois de naissance. Moins de biais au départ pourrait signifier un réservoir de talent plus profond et plus riche à l'arrivée. Et l'Europe, avec son IIOR souvent plus élevé, perdrait potentiellement plus de talents en cours de route. C'est une interprétation possible, en effet. Le système européen serait peut-être plus rigide ou plus sensible à ce biais initial. Ça nous amène logiquement à une autre question importante. Combien de jeunes qui brillent chez les U18 ou U20, qui font partie de ce fameux top 100 jeunes, arrivent réellement à confirmer et à percer chez les seniors? On imagine souvent que c'est une voie royale, mais l'étude a regardé ça de près avec ce qu'ils appellent le taux de transition. Oui, et les chiffres, il faut le dire, sont assez modestes. Ils donnent à réfléchir. Les taux de transition varient pas mal selon l'épreuve, le sexe et la catégorie d'âge de départ U18 ou U20, mais ils oscillent globalement entre 15% et 36% environ. Seulement 15 à 36%, ça veut dire que pour une grande majorité, parfois 85% de ces jeunes qui sont parmi les meilleurs du monde à 17 ou 19 ans, le succès ne se concrétise pas au niveau senior. C'est exactement ça. Le chemin vers l'élite senior est extrêmement sélectif. Et être un prodige chez les jeunes est loin, très loin d'être une garantie de succès plus tard. Ça confirme ce qu'on savait déjà un peu, mais les chiffres précis sont parlants. 15% dans le pire des cas, c'est vraiment peu. Mais attendez, il y a un résultat encore plus surprenant concernant cette transition, non? Un truc qui va à l'encontre de ce qu'on vient de dire sur le biais initial. L'étude parle d'un effet underdog. Tout à fait. Et c'est sans doute l'un des résultats les plus contre-intuitifs et les plus passionnants de cette recherche. Quand on regarde qui, parmi ces jeunes du top 100, réussit le mieux à franchir le cap difficile vers le niveau senior,
Ce sont souvent les athlètes relativement plus jeunes, ceux nés en fin d'année, le Q4. Quoi? Sérieusement? Ceux qui étaient désavantagés au départ par l'effet de l'âge relatif, ce sont eux qui ont le meilleur taux de transition vers le niveau senior. Exactement. Ils ont un taux de transition significativement plus élevé que leurs camarades nés en début d'année, Q1, qui étaient pourtant favorisés au départ. Mais ça semble complètement paradoxal. Comment un désavantage initial peut se transformer en avantage pour la suite? Vous avez un exemple concret tiré de l'étude? Oui, prenons les femmes U20 en saut en hauteur. Pour les athlètes nés en Q1, le taux de transition vers le top 100 senior est d'environ 27,5%. C'est déjà pas mal. Mais pour celles nées en Q4, ce taux grimpe à 38%. Ah oui, la différence est nette. Très net. Et on observe cette tendance, cet effet underdog, comme l'appellent les chercheurs, dans plusieurs catégories, en particulier chez les U20 et plus spécifiquement en saut en hauteur. D'accord. Mais alors, pourquoi? Quelle est l'explication derrière ce phénomène? L'hypothèse principale tourne autour de la notion de résilience et peut-être du développement de compétences spécifiques. Les athlètes nés en Q4, qui réussissent à survivre dans le système malgré le biais initial défavorable, ont dû, en quelque sorte, se battre davantage. Ils ont peut-être dû compenser leurs désavantages physiques temporaires par une meilleure technique, une plus grande force mentale, une capacité d'apprentissage ou d'adaptation supérieure. Ils ont dû surmonter des obstacles que les Q1, souvent avantagés, et peut-être sur une voie plus facile au début, n'ont pas rencontrés avec la même intensité. Et ces qualités, forgées dans l'adversité précoce? Pourraient s'avérer particulièrement précieuses pour naviguer la transition très difficile vers le niveau senior, où le mental et la capacité à surmonter les difficultés sont cruciaux. C'est l'idée de l'effet underdog, ce qui ne tue pas rend plus fort, en quelque sorte. C'est une perspective vraiment intéressante. Et est-ce qu'on retrouve un lien avec les différences géographiques qu'on a évoquées? L'Europe avait un IR plus fort. Est-ce qu'on y voit plus cet effet underdog? L'étude le suggère, oui. L'Europe, où l'effet de l'âge relatif est souvent plus prononcé, semble aussi montrer davantage de cas de ce renversement d'avantage lors de la transition que les Amériques, où le biais initial est plus faible. Ce qui renforcerait l'idée. Exactement. Ça appuie l'idée qu'une pression de sélection plus forte, liée à un ER élevé, pourrait paradoxalement fabriquer des athlètes plus résilients parmi les plus jeunes, Q4, qui sont alors mieux armés pour percer au niveau supérieur. Fascinant. Bon, maintenant, concentrons-nous sur les athlètes qui ont réussi à atteindre le sommet, ceux du top 100 senior. Parmi eux, est-ce que le parcours pour y arriver a une importance? Est-ce que ceux qui étaient déjà brillants chez les jeunes ont un profil différent de ceux qui ont émergé plus tardivement? L'étude fait une distinction entre deux groupes, c'est ça? Oui, et c'est une distinction très utile pour comprendre la dynamique sur le long terme. Ils ont séparé les athlètes seniors en deux groupes. Le groupe AS pour All Phase Success, ceux qui ont connu le succès à la fois chez les jeunes, top 100 U18, U20, et chez les seniors, et le groupe SS pour Senior Success, ceux qui n'ont atteint le top 100 qu'au niveau senior. D'accord, AS égale les prodiges qui confirment et SS égale les révélations plus tardives. On sait par d'autres études que le succès jeune n'est pas une garantie, mais là, on regarde les caractéristiques de ceux qui, au final, ont réussi comme seniors. Qu'est-ce qui différencie ces deux groupes, AS et SS? L'âge, peut-être? Oui, très clairement. L'âge est un facteur discriminant majeur. Les athlètes du groupe AS, les succès précoces donc, sont systématiquement plus jeunes, de 2 à 3 ans en moyenne à toutes les étapes clés de leur carrière. Leur première apparition dans les bases de données, leur entrée dans le top 100 senior et même l'âge auquel ils réalisent leur record personnel. Ils ont une trajectoire beaucoup plus rapide, en somme. C'est ça. Une sorte de voie express vers le sommet. Et qu'en est-il de l'effet de l'âge relatif au sein de ces deux groupes, AS et SS? Est-ce qu'on retrouve le biais Q1-Q4 dont on a parlé? Ah, et là, les résultats sont vraiment éclairants. Ça confirme et explique beaucoup de choses. Les groupes AS, ceux qui réussissent tôt, montrent quasiment toujours un effet d'âge relatif significatif. Ils sont majoritairement composés d'athlètes nés en début d'année, Q1. Logique, puisqu'ils ont bénéficié de biais initial. Exactement. Et à l'inverse, les groupes SS, ceux qui ont réussi plus tardivement, montrent un effet d'âge relatif très faible, voire inexistant, ou même inversé. On y trouve une proportion beaucoup plus équilibrée d'athlètes nés tout au long de l'année et parfois même une légère surreprésentation des Q4. Ok, donc pour simplifier, AS égale plutôt Q1,
SS égale plutôt Q4 ou équilibré, ça recoupe tout ce qu'on a vu. Mais alors arrive la question cruciale. On a vu que les Q4 qui sont plus présents dans le groupe SS transitionnent mieux grâce à l'effet underdog. Est-ce que ça signifie qu'au final, ce groupe SS, avec ses survivants résilients nés plus tard, finit par être plus performant que le groupe AS qui a eu un parcours plus favorisé au départ? C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Et la réponse, eh bien, elle est complexe et nuancée. Non, pas nécessairement. Et c'est peut-être le résultat le plus contre-intuitif de cette dernière partie. Malgré cet effet underdog qui favorise la transition des Q4S, les athlètes du groupe AS, ceux qui ont réussi tôt, majoritairement Q1, conservent souvent un avantage en termes de performance maximale atteinte au sommet de leur carrière. Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. Les Q4S sont plus doués pour passer de jeunes à seniors, mais une fois arrivés au sommet, ce sont quand même souvent les Q1S qui sautent le plus haut ou le plus loin. C'est ça. Dans plusieurs des catégories étudiées, oui, c'est bien ça. Par exemple, chez les hommes en saut en hauteur, le groupe AS affiche de meilleures performances de pointe, meilleur record perso, meilleure moyenne des 10 meilleures perfs, que le groupe SS. C'est aussi le cas chez les femmes en saut en longueur pour le record personnel. Chez les femmes en hauteur, le groupe AS avait déjà une meilleure performance au moment de son entrée dans le top 100. Ce n'est qu'en saut en longueur masculin qu'il n'y a pas de différence significative de performance entre les groupes AS et SS au sommet. Donc cet avantage initial des Q1, qui mène à un succès précoce, AS, semble avoir des effets durables sur la performance ultime. Oui, il semble souvent persister. C'est un point vraiment clé. Mathématiquement, les AS à la fin, qu'est-ce qui peut expliquer cette persistance de l'avantage initial des AS Q1? L'explication la plus probable est que l'avantage initial conféré par le fait d'être né tôt, et donc d'être sélectionné tôt, comme les ASQ1, n'est pas juste une question de maturité physique temporaire qui se résorbe avec le temps. Être identifié et sélectionné tôt signifie souvent avoir accès plus précocement et plus longtemps à de meilleurs entraîneurs, de meilleures infrastructures, plus de compétitions de haut niveau, plus de soutien, plus de ressources. C'est un avantage cumulatif, un effet boule de neige. Une sorte de capital sportif accumulé plus tôt. Exactement. Les athlètes AS accumulent un capital d'expérience, de développement technique, tactique, physique, mental, qui est peut-être très difficile, voire impossible à rattraper complètement pour les athlètes SS, même s'ils sont intrinsèquement très talentueux et particulièrement résilients. Le retard pris au départ, à cause du biais de l'âge relatif, pourrait avoir des conséquences durables, limitant potentiellement le plafond de performance atteignable pour certains SS. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, l'étude de Xia et Zhang nous dresse un tableau assez complexe finalement. L'effet de l'âge relatif, les AR, est bien réel dans le saut de haut niveau. Il biaise clairement la sélection en faveur des plus âgés, Q1, surtout chez les jeunes. Paradoxalement, les plus jeunes Q4, qui survivent à ce biais, semblent avoir un meilleur taux de réussite pour passer au niveau senior. C'est l'effet underdog lié peut-être à la résilience. Mais, et c'est le point crucial à la fin, cet avantage initial des Q1, qui conduit souvent à un succès précoce, le groupe AS, se traduit fréquemment par une meilleure performance absolue au sommet de la carrière. Ce qui suggère fortement que le biais de sélection initiale, le AR, ne fait pas que fausser la compétition chez les jeunes, il pourrait aussi, et c'est plus grave, écarter définitivement des athlètes nés en fin d'année qui avaient peut-être le potentiel d'atteindre les plus hauts sommets, mais qui n'ont pas eu les mêmes opportunités de développement précoce que les Q1. On perdrait du talent en route. C'est exactement ça, je pense que vous avez parfaitement résumé. Le message clé, c'est que ce biais de l'âge relatif, même s'il peut paraître anodin, juste une question de mois de naissance, a des conséquences profondes et potentiellement injustes sur les carrières sportives. Il structure les parcours, il avantage certains au détriment d'autres, et il peut priver le sport de haut niveau de talents exceptionnels, simplement parce qu'ils sont nés au mauvais moment dans l'année, selon le calendrier de sélection. Le système, souvent sans le vouloir, finit par récompenser la maturité précoce plus que le potentiel intrinsèque seul, et les avantages acquis tôt semblent difficiles à surmonter totalement par la suite. Ce qui nous amène à une question finale, un peu pour faire réfléchir. Si on prenait vraiment conscience de l'ampleur de ce biais et qu'on imaginait des systèmes pour le corriger, peut-être en ajustant les sélections selon le trimestre de naissance chez les jeunes, en créant des compétitions spécifiques ou d'autres solutions qui sont parfois proposées par les chercheurs, combien de talents cachés, combien de futurs champions nés en octobre, novembre ou décembre pourrions-nous découvrir et aider à s'épanouir au plus haut niveau ?
Combien de potentiel reste aujourd'hui inexploité à cause de ce simple hasard du calendrier? C'est une question qui mérite réflexion, je trouve. En tout cas, pour celles et ceux parmi nos auditeurs qui souhaitent plonger dans tous les détails, les chiffres précis, les graphiques par discipline, par sexe, par continent et les analyses statistiques complètes, on ne peut que vous recommander chaudement la lecture de l'article original. Je rappelle le titre Relative Age Effect Among World-Class Jump Athletes par Yulin Shah et Hui Zhang. C'est paru dans le volume 24 du Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Une lecture dense mais passionnante pour qui s'intéresse à la performance sportive et à la détection des talents. Et bien sûr, si cette discussion approfondie vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses de sujets fascinants issus de la recherche scientifique. Merci de nous avoir écoutés.